vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Ravi de vous retrouver comme désormais tous les vendredis soirs. Vous connaissez désormais le principe. Chaque semaine, on débriefe l'actualité, votre actualité, avec les correspondants de la presse étrangère ici en France. Ils sont italiens, allemands, britanniques, espagnols, américains ou encore portugais et vivent ici, chez nous. Ils nous donnent leur point de vue sur ce qu'il se passe en France, traquent nos petites manies et nous aident à mieux nous comprendre. Tout ça, bien sûr, avec le sourire. Avec nous ce soir, Juan José Dorado, periodista espagnol corresponsal en París. Joëlle Meskens, correspondante à Paris du journal Le Soir de Bruxelles. Oui, Ana Navarro Pedro, boa noite a todos, presse portugaise, Visao, hebdomadaire. Philip Toll, journaliste british et chroniqueur international à France 24. Bonsoir à tous et merci à tous les quatre d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Ça fait du bien de vous entendre. On a l'impression de voyager, de partir en week-end un peu partout en Europe. Au programme cette semaine, un ancien président condamné à de la prison ferme. Les médias français en font-ils trop autour d'Éric Zemmour, donné ce soir à 15% dans un nouveau sondage. On parlera aussi des Verts. À quoi ressemble-t-il chez vous? Plutôt Yannick Jadot ou plutôt Sandrine Rousseau? Et puis cette histoire de pourboire par carte bancaire. Et cette question, les Français sont-ils radins plus que les autres ou pas? Vous nous direz ça. Chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger, qu'on pourrait ou pas dupliquer ici en France. Cette semaine, vous le verrez, des caméras de vidéosurveillance pour garder la forme. Voilà le programme. Ils refont la France. Épisode 6 déjà. C'est parti. Jusqu'à 20h, Rifanno la Francia. ils refont la France sur RTL. Et d'abord donc de la prison ferme pour un ancien président. Die Polemik der Woche. La polémique de la semaine. On a le sentiment que le couperet tombe très régulièrement sur la tête du président Sarkozy. À chaque fois, quand il s'agit de Sarko, les juges sont plus sévères que les procureurs. Nicolas Sarkozy, il n'est pas ni au-dessus ni en dessous des lois. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir le sentiment que son traitement n'est pas toujours celui d'un kidam. La décision est tombée hier. Nicolas Sarkozy reconnu coupable dans l'affaire Big Malion, le financement de sa campagne de 2012. L'ancien président condamné à 1 an de prison ferme, une peine qu'il n'effectuera pas, en tout cas pas pour l'instant, puisqu'on le rappelle, il a décidé de faire appel. Choquant ou pas, qu'en dit-on chez vous? Tiens, en Belgique d'abord, Joël. En Belgique, on considère ça comme extrêmement choquant. On a d'ailleurs fait pas mal de papiers ce matin, dont l'éditorial du journal, donc en première page du journal sur l'affaire Sarkozy. Ce qui nous a surtout surpris et choqué en Belgique, c'est le soutien dont bénéficie encore le président lorsqu'il est condamné, en fait. C'est cette avalanche de tweets hier après-midi qui viennent du président du parti, qui viennent de tous les prétendants à la candidature pour la présidentielle. Il y a une espèce de phénomène comme ça, évidemment, qui est un phénomène qui répond à un intérêt bien senti. Chacun a besoin d'avoir la popularité dont jouit encore Nicolas Sarkozy dans son camp. Mais au-delà de ça, il y a une espèce de figure, nous, qui, en tant qu'étrangers, en tant qu'Européens, avec un système politique très différent, nous surprend. C'est-à-dire, c'est la dimension que conserve un homme qui a été président de la République. Et qui les présidents, souvent, chez nous, sont plus populaires après qu'avant. Plus populaires après qu'avant. Et puis, il y a surtout cette dimension humaine, en fait, qui est très importante. Il y a donc l'aura de Nicolas Sarkozy, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais qui était un tribun, qui était quelqu'un qui faisait vibrer son camp, et qui donc est encore jugé sur sa personne, sur la figure du chef, dans un parti qui reste très bonapartiste. En Belgique, on n'a pas du tout ça, puisqu'on a un système proportionnel, avec des premiers ministres qui n'ont pas cette stature de monarque républicain. Donc on n'a pas cette dimension qui est très singulière à la France, et qui m'avait déjà frappé au moment de la condamnation il y a quelques années de Jacques Chirac, qui avait aussi été encore adulé après sa condamnation quand même de la prison avec sursis à l'époque, mais pour détournement de fonds publics. Il avait été adulé, y compris même au-delà de son camp jusqu'à sa mort, parce qu'il y avait cette dimension personnelle, on va dire, de sympathie pour l'homme, malgré son maigre bilan politique reconnu par tous à ce moment-là. Et Philippe Turle, vous avez été choqué par le soutien que lui apportait Jean Castex. On écoute et on en reparle juste après. À titre personnel, que je voudrais, dans ces circonstances, manifester mon amitié et mon affection au président Nicolas Sarkozy, auprès duquel j'ai travaillé pendant près de 2 ans et dont je sais l'engagement qui a été le sien pour notre pays. Vous dites quoi? Un Premier ministre ne devrait pas dire ça, pas à la télévision?
Écoutez, j'étais devant ma télévision hier soir pour regarder cette interview de Jean Castex sur TF1 et il est vrai que j'attendais à la fin cette question et j'attendais que Jean Castex dise qu'un Premier ministre ne peut pas intervenir concernant une décision de justice. Alors, il Donc, l'a a dit eu juste raison de avant. le dire. Mais je suis quand même gêné par la suite de sa déclaration, à savoir qu'il porte cette amitié à Nicolas Sarkozy, avec qui il a travaillé pendant 2 années. Il y a un amalgame entre le droit, le devoir d'un Premier ministre de ne pas intervenir dans une décision de justice, mais quand même, c'est un peu comme si, malgré la décision, j'apporte mon soutien parce que je ne peux pas le dire, mais peut-être que la décision de justice est un peu trop sévère. Et deuxièmement, je dois quand même apporter mon soutien à Nicolas Sarkozy parce qu'on a tous besoin de lui et tout le monde le soutient parce qu'on sait qu'il a un certain poids en cours dans le monde politique. Donc, on a besoin de lui parce que ça serait bien qu'il nous soutienne pour l'élection présidentielle, surtout si c'est Jean Castex et Emmanuel Macron. Donc, je ne peux pas dire autre chose que ça, mais dans un monde normal, je pense, et surtout peut-être en Grande-Bretagne, on aura dit la même chose en début de phrase, mais à la fin, peut-être on n'aura rien dit, mais on aura appelé Nicolas Sarkozy par téléphone pour lui dire, voilà. Ça aurait pu se faire discrètement. Voilà, quoi. discrètement, je vous soutiens. Anna, on en a moins parlé chez vous, je crois, au Portugal. Oui, on en a moins parlé, mais pour une raison très simple, c'est que nous avons nos propres soucis avec nos propres scandales qui sont immenses. Pour vous donner juste une petite idée en 2 mots, un banquier condamné à 19 ans de prison, plusieurs centaines de millions d'euros disparus en fumée, et qui s'enfuit tranquillement en disant, il est à Belize, paraît-il, en disant que la justice n'a pas été juste avec lui. Donc du coup, on a ça, on a un ancien Premier ministre qui a été condamné par corruption, qui a fait 6 mois de prison, et puis de la prison à domicile avec bracelet électronique. Donc la question Sarkozy est passée un peu à la trappe parce que charité bien organisée, évidemment, commence par soi-même. Bien Donc, sûr. nous, on s'est couvert la tête de cendre par rapport à nos propres problèmes. Il n'en reste pas moins, la nouvelle a été donnée d'une façon factuelle. Qu'en passant, on a quand même souligné que, oui, il a été condamné, mais que, il reste très influent dans la droite française. Et donc, on ne peut pas s'étonner des réactions qu'on peut voir, dont d'ailleurs Philippe vient de faire état. Et 2, pour les commentaires des lecteurs, les rares commentaires des lecteurs, c'était du genre, oui, mais quand même, il n'a pas volé, il s'est pas enrichi. Sur cette affaire-là, il s'est pas enrichi. Et donc, quand même, si on avait la même mesure, le même étalon-mètre chez nous, pour nos politiciens, tout le monde serait en prison là, quoi. Donc, grosso modo, c'était un petit peu cette réaction. Parmi les moins durs en Espagne, on en a pas mal parlé, Juan José, d'autant que Nicolas Sarkozy, je crois, était cette semaine à Madrid. Ah, tout à fait. Il était mercredi, il était à Madrid, invité par le Parti populaire conservateur pour participer à la convention nationale du Parti populaire. Le lendemain, on apprend qu'effectivement, il est condamné. Parce que nous, on s'intéresse beaucoup à Nicolas Sarkozy, même si nous, on a d'autres problèmes. Pas d'homme politique peut-être corrompu cette semaine. On avait un volcan auquel il faut s'intéresser aussi. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé ici, ça nous interpelle parce que il y a quelques années, le président Rajoy n'a pas été condamné, mais il a été appelé en tant que témoin assisté entre guillemets pour participer partir devant les juges parce que il y avait des affaires de corruption à l'intérieur du Parti populaire et ça a beaucoup choqué déjà, même s'il n'était pas du tout condamné, il était juste témoin. Donc voir effectivement qu'en France un président en plus qui a encore l'aura qui a encore Nicolas Sarkozy est condamné a interpellé tout le monde et entre volcan et volcan on en a parlé. Est-ce que ça peut détourner encore un peu plus les Français des urnes en un mot chacun? Moi, je pense que oui, sincèrement, parce que quand il y a des problèmes de corruption, on voit systématiquement que les gens vont vers où ils ne votent plus, où ils vont vers les extrêmes. Et donc, une affaire comme ça, effectivement, peut détourner, surtout les jeunes. Joël, en un mot? Oui, je pense que la droite a raté une occasion de mettre en avant la probité et on a remis une pièce dans la machine du tous pourri. En même temps, si on veut prendre un peu d'auteur, on peut dire que si la justice française sévit, que si des cas de dépassement ou d'illégalité sont punis, que ça peut avoir un bon effet sur un assainissement de la scène politique française. C'est votre avis aussi, Philippe? Oui, je suis malheureusement d'accord. Je pense que le fait que
on est dans cette situation, ça va creuser les camps entre ceux qui pensent qu'il y a une justice à deux vitesses, ceux qui ont de l'argent, les moyens s'échappent, ceux qui n'ont pas l'argent et les moyens, ils s'échappent pas, et ça va pas enchérir malheureusement, ni porter beaucoup d'amour, je pense, encore une fois, pour la classe politique française. Bon, on rappelle que Nicolas Sarkozy a fait appel de cette décision et qu'il y aura bien sûr un nouveau procès. Semaine politique bien chargée. Éric Zemmour est ce soir à 15% dans un nouveau sondage. Est-ce la faute des médias français? On en débat dans un instant. À tout de suite. RTL, Sie erfinden Frankreich neu. ils refont la France. with Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h, Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Deuxième partie d'Ils refont la France et avec nous ce soir, je vous le rappelle, Anna Navarro Pedro, Joël Mesquins, Philippe Turle et Juan José Dorado. Si je vous dis 15%, vous me dites La cifra de la semana. Le chiffre de la semaine. 15 comme les 15% d'intention de vote dont est ce soir crédité Éric Zemmour. Dernier sondage publié par l'Institut Ipsos. Alors les médias français en font-ils trop? Vous allez me dire que j'en rajoute encore ce soir, mais bon. Joël, vous dites oui. Beaucoup trop. Oui, 3 fois oui. Ça nous a énormément surpris chez nous en Belgique parce que l'attitude vis-à-vis de l'extrême droite, ce que je qualifie d'extrême droite, est totalement différente. Chez nous, dans le système médiatique, en tout cas francophone, parce que c'est très différent en Flandre, on a ce qu'on appelle une espèce de front républicain, on appelle ça le front sanitaire, le barrage sanitaire contre l'extrême droite, qui fait que on n'interroge pas de façon directe un candidat de cette nature ou une personnalité de cette nature. On peut en parler naturellement, mais dans un papier ou dans un reportage construit, décodé, etc. Mais on n'ouvre pas les micros. Et donc, ça nous apparaît un peu surréaliste, à nous Belges, de voir qu'un personnage qui n'est pas encore candidat, dont on ne sait pas s'il aura les signatures nécessaires pour y aller, reçoive une telle onction médiatique. Et là, on voit, et on est encore en train de le refaire, comme vous le disiez, Amandine, justement, il monte, et plus il monte, plus on en fait, plus la bulle finalement se gonfle. Anna, on en fait trop? Oui, les médias français mais sont dans une folie pratiquement hystérique avec Zemmour. Il vend, il fait du buzz, il permet d'avoir de l'audience, c'est sûr. On connaît un autre exemple, c'était Trump aux États-Unis. On a vu que les médias, notamment CNN, américains, ont bien été pointés du doigt. Ensuite, certains ont fait un mea culpa en disant... C'était de notre faute, on lui a tendu tellement nos micros, on lui a donné tellement de temps d'antenne, on lui a donné tellement de publicité gratuite. On pensait gagner et c'est lui qui a gagné. Donc oui, on en fait trop, il n'est pas encore candidat. On est dans le fan club, quasiment. On n'est pas en train de lui poser des questions contradictoires, acérées, par exemple sur ses idées sur l'économie, ou etc., où on ne voit pas grand-chose sur la gestion des affaires d'État, sur les institutions. En même temps, si je vous écoute, il faudrait, c'est un personnage qui a été condamné déjà par 2 fois. C'est quand même pas rien non plus d'ouvrir son micro. On m'a demandé l'autre jour à la rédaction si est-ce que quelqu'un qui a été condamné 2 fois, qui a un casier judiciaire, peut être candidat à la présidence de la République en France. Je savais même pas répondre. Et depuis, je ne sais pas non plus parce que j'ai pas trouvé quelqu'un pour me le dire. Non, en même temps, quand il est à 15%, enfin, il y a un phénomène. Il y a les livres, il y a effectivement cette cote de popularité qui monte. Alors, on ne sait pas si ce sont les médias qui tirent ou si, il y a un peu des deux. Enfin, voilà, on peut pas écarter non plus ce sujet. Et là, ce soir, en tout cas, il est donné à 1 point de Marine Le Pen, ce qui peut considérablement changer la donne. Philippe Turle, vous n'en parleriez pas si vous étiez maître de tout ça? Non, il faut en parler. Je ne peux pas dire qu'on n'en parlera pas parce que c'est notre métier d'en parler. Je pense que ça montre aussi la crise qu'on traverse dans le métier de journaliste, du journalisme et des médias. Parce que, vu les réseaux sociaux qui ont explosé depuis 15 ans, chacun maintenant est vraiment à la recherche du buzz, du phénomène pour vendre et du papier et faire revenir le public pour écouter les ondes, vous regardez les télévisions. Donc Éric Zemmour, il case il coche toutes les cases. Voilà. Donc pour moi, c'est un mea culpa de journaliste. Évidemment, on est coupable, mais on se pose toujours la question, est-ce que Éric Zemmour mène les médias ou est-ce que c'est les médias qui mènent Éric Zemmour? Je pense que c'est un peu les deux. Parce que Éric Zemmour, c'est quelqu'un, il est très rusé, il sort le livre, il sait qu'il va faire le buzz, il fait tout
ça d'une façon exemplaire vis-à-vis du timing. Donc, évidemment, on en parle parce que ça fait recette, ça fait le buzz et on a besoin de ça. Et donc, Éric Zemmour en profite et ça laisse les autres un peu perdus pour savoir comment on fait pour contrer ce buzz. Mais c'est vrai que ça monte la bulle, mais un jour ou l'autre, le bulle, il va exploser. Quand est-ce qu'il sera candidat ou pas? Est-ce qu'il aura les signatures ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir parler d'autres choses ou pas que l'immigration? Bon, tout ça, on ne sait pas pour le moment. Mais c'est vrai que c'est un phénomène. Juan José, vous dites que c'est aussi la faute d'une partie de la classe politique, vous? C'est la faute d'une partie de la classe politique qui a intérêt, pour certains, qu'Éric Zemmour, effectivement, soit dans la crête de la vague. Mais alors je pense que l'un des premiers bénéficiés, c'est le propre président de la République, qui voit comme celle qui devait être en deuxième tour, peut-être ne le sera-t-elle pas. C'est aussi quelque chose qui peut intéresser à un moment donné à Yannick Jadot, qui peut être capable de rassembler la gauche, sachant que la droite va être très divisée entre Marine Le Pen, le candidat des républicains, etc. C'est très compliqué. Donc les politiques aussi sont responsables. Mais j'ai essayé de voir, est-ce que chez nous, il y a un cas pareil? Non, il n'y a pas de cas pareil, au moins en Espagne. Ni en Grande-Bretagne non plus. Ni en Grande-Bretagne, ni au Portugal, ni en Belgique. En tout cas dans la partie francophone du pays. Non. Bon, vous parliez de Yannick Jadot, c'est l'autre chiffre de la semaine, 51,03%, c'est son score à la primaire des Verts. Victoire, on le rappelle, d'une courte tête face à Sandrine Rousseau. Alors vous diriez quoi? Les Verts ont fait le choix de la raison, Juan José? Sandrine Rousseau, ça aurait été... Elle est trop radicale pour pouvoir rassembler. D'ailleurs, on a vu au lendemain de cette élection comment elle a mis de la distance. Elle a mis 3 jours à se rapprocher à nouveau de Yannick Jadot. Mais c'est quand même très particulier en France. Dans d'autres pays, notamment en Espagne, les Verts sont inexistants. Ils ne sont pas du tout au Parlement. Ils n'ont jamais été au Parlement. Les partis se sont appropriés la partie écologique, mais ils n'ont pas le pouvoir qu'ils ont en France. Et nous avons un système électoral, par contre, qui est très favorable, parce que c'est un système électoral à la proportionnelle, pratiquement intégrale. Donc effectivement, c'est très particulier ce qui se passe du côté des Verts ici en France. Anna, vous me disiez, j'ai essayé d'expliquer les Verts aux Portugais. C'est pas la peine. C'est pas possible. Les Verts français. C'est même pas la peine parce qu'on n'a pas de point de repère. Et puis les points de repère qu'on pourrait avoir, on connaît assez bien les Verts allemands, mais c'est pas du tout pareil en France. Cette notion, cette multiplicité de sensibilités politiques au sein des Verts, ces batailles très dures, quasiment au couteau entre eux, cette volonté de prendre le pouvoir, mais sans une ligne programmatique claire chez eux. Non, et puis chez nous les Verts c'est différent. Il y a un parti vert qui existe depuis les années 80. Il a toujours été associé au Parti communiste pour des raisons que j'ignore actuellement. Mais c'est un parti qui est surtout très cultivé sur les questions d'environnement, sur les questions écologiques et sur le monde rural. Et donc c'est un parti qui a recherché pour ses connaissances. Ils ont 2 députés. Et depuis un certain temps, le parti animaliste aussi se taille un petit succès. Et il a aussi 2 députés. Et donc il y a des sensibilités qui sont représentées au niveau politique. Et puis il y a un engagement citoyen pour l'écologie. Beaucoup d'associations, mouvements associatifs très 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 forts, des débats, etc. Mais alors là, les Verts français ne sont pas pris en modèle ici. C'est le cas aussi en Belgique ? Joël. En fin de compte, on a des Verts très différents, des Verts français qui ressemblent plus aux Verts allemands, on va dire, qui sont capables et de gouverner avec la gauche et de gouverner aussi avec la droite. Ça a été le cas déjà il y a près de 20 ans maintenant. Ils ont fait partie d'une coalition qui s'appelait l'Arc-en-Ciel à ce moment-là parce qu'elle regroupait toutes les tendances idéologiques. Il y avait la gauche et la droite. Et les Verts ont été très actifs à ce moment-là au gouvernement parce qu'ils ont permis dans ces gouvernements d'adopter des lois qui restent très importantes. Le mariage pour tous, par exemple, qui a été adopté en Belgique en une seule journée et sans une seule manifestation, il faut le dire. Et d'autre part, les lois sur l'euthanasie aussi, qui sont très en avant, très progressistes par rapport au système de fin de vie qu'on connaît en France. Philippe, vous les comprenez, les Verts français ou J'ai un peu de mal, pour être honnête, avec les Verts français. Puis c'est vrai que cette semaine, il y avait un article très intéressant dans le Figaro qui expliquait la différence entre radicalité et extrémisme, en disant que vraiment le programme de Sandrine Rousseau, c'était pas un programme de radicalité, c'était plutôt idéologique et extrémiste. Donc le choix de la raison, c'est Yannick Jadot.
mais par rapport au Verts en Angleterre, je vais être honnête avec vous, jusqu'à aujourd'hui, je ne connaissais pas le nom du patron, de la patronne des Verts. Et j'ai appris aujourd'hui qu'on a 2 patrons des Verts en Grande-Bretagne, parce qu'ils sont tellement minuscules et minimes. Il y a un seul député qui est élu depuis 2010, qui ne figure presque plus dans aucune décision en Grande-Bretagne. Donc c'est les grandes partis, soit les conservateurs de Boris Johnson, soit les travaillistes de Keir Starmer, qui sont peut-être un petit peu influencés par les Verts, mais les Verts sont composés presque entièrement de conseillers municipaux. Il n'y a pas de politique, de députés qui font partie de ce mouvement. Bon, petite pause dans Ils refont la France. On va parler pourboire dans un instant. Les Français sont-ils plus radins que les autres? Vous nous direz ça vous fait déjà rire. À tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Troisième partie d'Ils refont la France avec nous ce soir. Toujours Philippe Turle, Juan José Dorado, Ana Navarro, Pedro et Joël Mesquins. On va parler pourboire, bien sûr, dans un instant. Mais d'abord, petit détour. Et pendant ce temps-là, ailleurs en Europe. Embarquement immédiat. Bonsoir Bénédicte Tassard. Bonsoir à tous. Vous nous emmenez ce soir aux Pays-Bas où le Premier ministre est menacé de mort. Oui, vous savez, Mark Rutte, c'est le chef de file des radins au niveau européen. Souvenez-vous, c'est lui qui s'était opposé au plan de relance européen, indiquant qu'il ne voulait pas que les Pays-Bas paient pour les pays du Sud. Quand Angela Merkel sera définitivement partie, ce sera lui, le doyen du Conseil européen. 12 ans comme chef du gouvernement néerlandais. On l'appelle Monsieur Normal. Mark Rutte aime à se montrer comme un homme simple, vivant dans un petit appartement de La Haye, se déplaçant toujours à vélo, même pour rendre visite au roi. Mais voilà, depuis peu, il est sous la surveillance d'une unité d'élite de sécurité spécialement formée pour la défense des personnalités. Et oui, parce qu'il est directement menacé par des trafiquants de drogue. Oui, des guetteurs auraient été repérés tout près de Mark Rutte à plusieurs reprises et ces derniers appartiendraient à la Mokromafia, une filière criminelle très puissante qui gère le trafic de cocaïne. Un tiers de la cocaïne qui arrive en Europe passerait par ce réseau. À la tête de ce gang géant, un Marocain actuellement derrière les barreaux aux Pays-Bas, déjà accusé d'une dizaine de meurtres ou tentatives de meurtre. Ridwan Taghi avait débuté avec un simple trafic de hashish avant d'organiser le passage de la cocaïne depuis Panama vers les ports de Rotterdam et d'Anvers. Il a recruté notamment des jeunes néerlandais paumés. Il fait également appel à des tueurs à gages. La Mokromafia est soupçonnée déjà du meurtre d'un avocat il y a 2 ans, de celui d'un journaliste d'investigation l'été dernier, sans compter une décapitation devant un bar à chicha et autres actions très très violentes, avec une devise, celui qui parle mourra. Des actes qui ont fait réagir le Premier ministre. Mark Rutte a promis que les Pays-Bas gagneraient cette bataille contre la drogue. Et pendant ce temps-là, ailleurs en Europe, chronique signée Bénédicte Tassard. Merci à vous Bénédicte, ça vous a fait réagir autour de la table, on se croirait dans un film. Je vais annuler mon billet pour partir aux Pays-Bas. Bon, on va parler argent, encore propre celui-là. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Avec retour bien sûr sur cette histoire de pourboire. Des pourboires qui seront défiscalisés et sans charge et qui seront permis par la carte bleue. Et donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on puisse au restaurant payer le pourboire avec la carte bleue, l'arrondi ou plus, que ces pourboires soient sans charge pour les employeurs que vous êtes et que ces pourboires soient sans impôt pour les salariés qui les reçoivent. Ça vous a fait réagir, cette histoire de pourboire payé par carte bancaire défiscalisée, Juan José? Oui, ça m'a fait réagir parce que je prends mon café tous les matins depuis 30 ans avec Fred, qui est un garçon de café très charmant. Et donc, je lui ai posé comment tu vas faire pour les pourvoirs en carte bleue. Il m'a dit, je n'en sais rien, je vais attendre le patron qu'il nous dise comment ça se passe. Et ce matin, je lui dis, écoute, explique-moi, les pourvoirs, pour toi, ça représente quoi? Et donc, il me disait, ça dépend aussi, que vous travaillez dans le 18e, dans le 7e. Oui, un bar ou un restaurant. Mais l'idée, c'est qu'il me disait ce matin, pour nous, en général, ça représente parfois jusqu'à 1 000 euros par mois des pourvoirs. Alors, si vous avez du pourvoir 1 000 euros par mois qui vous payez par carte bleue, logiquement vont
pouvoir être contrôlés, même s'ils sont défiscalisés. Défiscalisés, mais contrôlés. Donc, puisque le ministère des Finances saura exactement quel est l'argent que vous touchez et qui n'est pas donc qui est défiscalisé. Donc ça s'est passé en Espagne. On ne paye pas encore en carte bleue, mais depuis un certain temps, on a tendance à vous dire, on veut savoir tout ce que vous avez, même si c'est défiscalisé. Mais on ne sait pas comment ça va se passer dans 5 ans. Anna. Chez nous au Portugal, c'est fiscalisé les pourboires, que ce soit en argent ou en carte bancaire. Évidemment, si c'est en argent, si le patron n'est pas trop... il va laisser couler parce que franchement, les salaires ne sont pas élevés. On est ridicule de faire ça en France ? Non, mais ce qui est étonnant, c'est que l'histoire de payer un pourboire par carte bleue, je ne sais pas, si vous avez des cartes européennes plutôt connues, enfin, les cartes plus communes en Europe, on n'a pas la possibilité, ça ne nous a pas offert. Il y a une carte américaine, qui offre cette possibilité, c'est une carte accessible à tout le monde. Enfin là, il suffit de dire au serveur, au lieu de payer, je vous dis n'importe quoi, 13,50 €, mettez 15 €. Non, mais il faut que ce soit... Non, parce qu'après, la comptabilité du patron ne sera pas la bonne. Il faut vraiment que ce soit indiqué que c'est pour moi. Sinon, en termes de comptabilité, c'est pas possible. Quelle joie de vivre en France. Parce qu'ici, c'est simple. Oui. Je n'en peux plus quand je vais dans les autres pays étrangers. On dit il faut laisser un pourboire. Combien ? Il faut calculer sur le pourcentage de l'addition ajoutée X nombre de dollars des ou de États-Unis, pence ou de pounds ou de n'importe quel argent, quelle monnaie. Ici, on ne laisse rien parce que c'est compris dans le prix. Donc, génial. J'adore sortir en France parce qu'on ne soit pas obligé de dire après, j'ai oublié de laisser mon pourboire. Il faut que je cherche dans mon portefeuille pour laisser un billet. C'est compris dans le prix. Donc, comme j'ai bien compris, je pense que j'ai bien compris le topo de ce qui est proposé, à savoir on peut déduire le pourcentage exact de chaque note. Donc on déclare la partie qui correspond à la note et l'autre partie on déduit et c'est défiscalisé. Donc ça fait plus de bénéfices pour le garçon ou la serveuse dans le café et c'est plus facile pour nous. Pourvu que ça dure comme ça, parce qu'en France, la vie est beaucoup plus facile et tranquille. Non, mais aux États-Unis, le salaire est très très bas, celui des serveurs. Donc alors là, l'idée aussi, c'est de... Combien il faut laisser. Alors en France, c'est un salaire Alors il faut augmenter les salaires, tout simplement. La France adore rendre les choses compliqué. Moi, ça m'a fait marrer parce que moi aussi, ça fait quelques années que je vis en France et le plaisir, c'est de prendre un petit café et de mettre une pièce, etc. Voilà. C'est des mais choses on ne se fait pas engueuler en France et on ne laisse rien. Alors dans d'autres pays, on se fait engueuler si on ne laisse pas assez. Emmanuel Macron revendiquer de passer à ce système, lui qui adore flatter, entre guillemets, l'art de vivre à la française. Les vrais radins ne sont pas les Français, ce sont les Anglais. Les Anglais. Vous avez entendu ? Les vrais radins, c'est les Anglais. Mais je ne crois pas parce que chaque fois que moi, des membres de ma famille viennent en France et disent mais il faut qu'on laisse un pourboire. Combien est-ce qu'on doit laisser Il faut laisser au moins 10%. Nous, on ne laisse pas le pourboire pour le café. Mais bon, quand tu vas au restaurant, tu laisses. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de laisser le pourboire pour le café. Toute petite pause, à tout de suite. Loro rifanno la Francia. Ils refont la France con Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Suite d'Ils refont la France. Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. La idea qu'on pourrait leur piquer. que podríamos copiarles. Alors je vous explique le principe. Chaque semaine, Arthur nous présente 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger et qu'on pourrait ou pas, je dis bien ou pas, décliner ici en France. Vous nous emmenez d'abord en Belgique. Joël, ça va vous intéresser. Et oui, dans le parc d'Ébrul de Louvain, la mairie vient d'installer des caméras dernier cri. Et ce ne sont pas des caméras de surveillance classiques, elles sont gérées par une intelligence artificielle. Elles scrutent les installations sportives du parc. Leur but, récolter des données sur l'activité physique des habitants. Alors la mairie l'assure, elle veut simplement savoir si les infrastructures sportives proposées répondent aux besoins de la population. Selon elle, le dispositif respecte la vie privée, les images ne sont pas enregistrées et sont uniquement traitées par l'intelligence artificielle. Mais l'autorité belge de protection des données s'interroge et elle a demandé des précisions à la municipalité avant d'ouvrir éventuellement une enquête. Tout autre chose avec cette initiative étonnante en Allemagne. Et oui, les Berlinois n'en peuvent plus de la spéculation immobilière. Depuis une dizaine d'années, le prix des loyers flambe. Alors ils ont voté à 56% pour l'expropriation des grands groupes immobiliers. C'est le résultat du référendum d'initiative populaire qui s'est tenu dimanche en marge des élections. Ça concerne 240 000 logements.
Théoriquement, la ville est censée les récupérer auprès de ces groupes privés, mais cela doit passer par une loi qui a peu de chances de voir le jour. Le futur conseil municipal n'est pas contraint par le résultat du référendum et n'a pas de raison de se précipiter. Une telle mesure serait très très coûteuse, entre 10 et 30 milliards d'euros à verser en compensation aux entreprises expropriées. 10 à 30 milliards d'euros, effectivement, ça fait une Pour une sacrée ville, ça fait somme. beaucoup d'argent, même oui, Berlin. ça fait beaucoup d'argent, même si c'est Berlin. Vous votez pourquoi? Aucune des deux Non, il faut pas leur piquer les idées. Oui. Sincèrement, là, il faut arrêter. Joël, la Belgique et ses caméras, là, non? Je reprendrai la phrase de notre cher peintre René Magritte, ceci n'est pas une caméra. Moi, j'aimerais que les caméras nous donnent des conseils comment mieux utiliser les équipements pour qu'on Alors, fasse c'est-à-dire que plus vous les peur. verriez et elle vous dirait Non, mais on attention en voit ça par Philippe, la presse, mais là, attention. vous faites mal les pompes, vous faites mal les abdos, vous devez faire ça comme ça et pas comme ceci. Ça s'appelle un coach, Voilà. Philippe. Alain. Non, je trouve ça absolument terrifiant, cette idée qu'on puisse contrôler l'utilisation de ce qu'on fait en sport. Parce que ce que ça ouvre comme possibilité, je ne sais pas si c'est un bon français, Si, on a compris. Mais ce que ça ouvre comme possibilité de contrôle social ensuite, j'aime pas ça du tout. Bon. Et vous savez qui sont les plus sportifs en Europe ? Les Suédois. 91% des Suédois qui font du sport au moins une fois par mois. On est à 69% en Belgique, 71% en Allemagne, 56% en Espagne, 65% au Royaume-Uni. La France est à 58%. Voilà, vous savez tout. Pas si mal. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre. C'est passé très très vite une nouvelle fois. Vous revenez quand vous voulez. Prochain Ils refont la France, ce sera vendredi prochain 19h15. Merci à tous les quatre. Dans un instant RTL Foot et puis juste avant bien sûr Aude Vernuccio pour le journal. À tout de suite.